Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Droit au débat. La thématique de cette semaine concerne le cadre juridique et fiscal des exportations, droit national, réglementation des changes, accords internationaux, stratégie nationale algérienne. Ce sont les points que l'on abordera avec nos invités du jour, Monsieur Abdellatif El Houeri, sous-directeur d'appui et suivi des exportations au niveau du ministère du Commerce, et Monsieur Rassim Benranem, directeur général de BGICC et fondateur d'Algerian Export. J'en profite pour remercier nos partenaires officiels, PwC Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Mais comme à l'accoutumée, on entame notre émission avec la rubrique Legal News, Legal Doctrine. Banque, une instruction de la Banque d'Algérie numéro 2 2021 en date du 7 février 2021 fait état de la décision de réduire le taux de réserve obligatoire de 3 à 2% et cela à compter du 15 février 2021. Commerce. Dans un communiqué, le CNRC annonce la réduction des tarifs applicables au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales lorsque celle-ci se fait par voie électronique. Pharmaceutique. Dans une note d'information, le ministère de l'Industrie pharmaceutique porte à la connaissance des opérateurs pharmaceutiques que l'attestation de régulation délivrée par ces services est exigée depuis le 29 septembre 2020 pour la prédomiciliation bancaire de toute opération d'importation de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux demeure applicable pour l'exercice 2021 pour les produits suivants, je cite, les produits pharmaceutiques en produits finis, les dispositifs médicaux en produits finis, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux en vrac. Cette disposition n'est plus applicable en revanche pour les produits pharmaceutiques strictement importés, les matières premières et les intrants utilisés pour la fabrication des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. On passe à présent à la rubrique Le droit en débat. Alors nous le disions il y a un instant que nous allions parler du cadre juridique et fiscal des exportations. Et pour ce faire, nous recevons ce soir M. Abdellatif El Houeri, sous-directeur d'appui et suivi des exportations au niveau du ministère du Commerce. Bonsoir monsieur. Bonsoir et merci pour l'invitation. Nous recevons également M. Rassim Benranem, directeur général de BGICC et fondateur d'Algerian Export. Bonsoir M. Benranem. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci messieurs pour votre présence ce soir. Les exportations en Algérie pèsent aujourd'hui un peu plus de 2 milliards de dollars hors hydrocarbures, j'entends. Monsieur El Houeri, quel est le cadre juridique et réglementaire en Algérie en matière de promotion de l'exercice de l'activité d'exportation? Pour répondre à votre question, permettez-moi de vous rappeler que les réformes législatives et réglementaires liées au commerce extérieur ont été engagées par les pouvoirs publics depuis l'année 2003 avec l'apparition de l'ordonnance 0304 relative aux règles générales applicables aux opérations du commerce extérieur, modifiée et complétée par la loi 1515 du 15 juillet 2015. On concrétise un climat favorable pour les opérations d'importation ou d'exportation. En ce qui concerne les opérations d'exportation, le principe de ces opérations, c'est la liberté de ces opérations d'exportation. D'accord. Y a-t-il des exceptions justement à ce principe de liberté? La loi 1515-2015, notamment dans l'article 6 bis, laisse la possibilité au pouvoir public de recourir à des mesures de restriction ou d'interdiction de quelques produits sur des domaines bien précis. Parmi les produits interdits à l'exportation, je cite à titre d'exemple les déchets ferreux et non ferreux, l'article 43 de la loi de finances 2010. Et il y a quelques produits qui sont soumis à souscription des cahiers des charges, tels que les matériels et équipements usagés, et les lièges bruts et les pots bruts. Monsieur Benranem, liberté en principe
avec des exceptions. Cela semble permettre une certaine souplesse dans la réglementation d'une activité aussi diverse que l'exportation. Qu'en pensez-vous? Alors, à vrai dire, les mesures exceptionnelles de restriction à l'exportation sont à la base à effet de protection de l'économie nationale, effectivement. Mais je dirais qu'on aurait pu être un peu plus souple sur de la réglementation. Pourquoi? Effectivement, si on prend l'exemple des déchets ferreux, donc la disposition interdit globalement l'exportation des déchets ferreux, mais on n'a jamais statué sur quelques segments de matières premières qui sont considérées comme des déchets ferreux et dont le potentiel à l'export est important. Donc, dans ce cadre-là, moi, je pense qu'on aurait pu être un peu plus souple et avoir une vision plus détaillée de ce qu'on considère globalement des déchets. Et ça peut s'appliquer aussi dans la conjoncture de la pandémie, par exemple, où on a interdit l'exportation de produits pharmaceutiques ou d'équipements médicaux, on a interdit l'agroalimentaire et les fruits et légumes, alors qu'on aurait pu faire une évaluation globale de la capacité de production de l'Algérie et à ce moment dédier ou plafonner le quota à l'export pour ne pas faire une coupure brutale sur la partie exportation. Donc si on coupe, évidemment, on a un recul, mais effectivement, le principe est plus protectionniste qu'autre chose, mais il faudrait peut-être être plus précis, plus souple, je dirais, sur l'application de ces règles. D'accord. Monsieur El Houari, les exportations sont également liées aux devises étrangères. Y a-t-il des mesures prévues à cet effet par la Banque d'Algérie? La législation de la Banque d'Algérie prévue et accorde de nombreux avantages, notamment en matière de rapatriement de devises telles que les opérations d'exportation. Alors, le délai de rapatriement d'argent, c'est 180 jours jusqu'aux 360 jours, à condition d'avoir un contrat d'assurance CAGEX, Compagnie algérienne des assurances, et contrat commercial avec l'exportateur algérien, avec l'importateur étranger. D'accord. Et aussi, concernant la rétrocession des devises, c'est 50% en compte devises et les 50% divisés en deux fois, 30% pour le compte exportateur pour l'utiliser dans le cadre de la promotion de ses exportations et 20% utilisation libre dans son compte personne morale. Monsieur Benradem, ces mesures relatives aux devises étrangères suffisent-elles aux entreprises algériennes pour mener à bien leur mission à l'étranger? À vrai dire, il faut savoir que les opérations de prospection, de promotion et de participation à des foires à l'étranger nécessitent des fonds. Et des fois, c'est des charges qui sont importantes pour les entreprises algériennes. Les dispositions actuelles de la réglementation d'échange ne sont peut-être pas assez favorables à la promotion ou peut-être au soutien des exportateurs algériens sur des marchés internationaux. Donc à ce jour, il y a toujours eu des discussions entre le ministère du Commerce, évidemment la Banque d'Algérie, pour permettre une meilleure utilisation de ces ressources en devises au profit des exportateurs algériens. Car le but, c'est de faire en sorte que nos actions de promotion soient efficientes et c'est une partie importante que d'avoir de la devise à la disposition des exportateurs algériens. Actuellement, on a des échos qui a encore peut-être une révision au profit des exportateurs sur l'utilisation de cette devise. Donc on reste un petit peu dans l'attente des nouveautés émanant de la Banque d'Algérie et de la réglementation d'échange. Vous attendrez quoi concrètement, par exemple? Eh bien, écoutez, quand on sait que peut-être les frais de mission au profit des cadres désirant aller à l'étranger sont limités dans le temps, donc ils ont à peu près 120 € jour, limité à 7 jours par mission, et c'est même pas suffisant pour avoir un hôtel ou pour prendre un taxi ou pour préparer un dîner d'affaires. Donc c'est dans ce sens qu'il faudrait sensibiliser sur l'importance de cette ressource qui serait mise à disposition des exportateurs, en donnant un petit peu des prévisions en termes de revenus pour l'Algérie. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait dire qu'effectivement la devise mise à disposition des exportateurs sont avantageuses. Très bien. Et il va sans dire que des mécanismes et des institutions sont sous la tutelle du ministère du Commerce avec pour but la promotion des exportations. Monsieur El Houari, quelles sont les institutions d'appui à l'export en Algérie? Très bien.
Le ministère du Commerce est doté d'un fonds spécial pour la promotion des exportations. Ce fonds est destiné d'apporter un soutien financier pour les exportateurs algériens en matière de remboursement des frais de transport international, des frais de transit, des frais de manutention à hauteur de 50% pour les opérations d'exportation et à titre de participation aux foires et manifestations à l'étranger à hauteur de 80% jusqu'à 100% si la manifestation inscrite dans le programme officiel du ministère du Commerce et à hauteur de 50% si la manifestation à titre individuel. Et parmi les organismes d'appui aux exportateurs, il y a aussi des organismes sous tutelle du ministère du Commerce, tels que la CAGEX, l'ALGEX, la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie, la SAFEX, et aussi un organisme d'appui sous tutelle du ministère des Finances, c'est le CAGEX. D'accord. Monsieur Loualet, qui peut bénéficier du FSPE? Très bien. N'importe quel opérateur inscrit au niveau du registre commerce, quel que soit opérateur, producteur de biens et de services, ou bien opérateurs qui veulent participer dans une foire aux manifestations à l'étranger. La demande de ce soutien financier est très simple. Juste un dossier administratif déposé au niveau du ministère du Commerce, composé d'une facture domiciliée originale, des factures de transport, de transit des produits ou bien d'autres marchandises. Et bien sûr l'attestation de rapatriement, plus le dossier administratif tel que le registre commerce, identifiant fiscal et le chèque barré. Très bien. Vous le disiez à l'instant, le ministère du Commerce compte un certain nombre d'organismes sous tutelle comme ALGEX, la CACI, la SAFEX ainsi que les CCI. Quel rôle jouent ces organismes pour la promotion des exportations concrètement? Très bien. Concernant la SAFEX, elle organise les foires à l'étranger pour accompagner les exportateurs aux manifestations à l'étranger, n'importe quel pays. Nous avons presque 25 jusqu'à 30 manifestations durant l'année. Alors, SAFEX, c'est elle mandatée par le ministère du Commerce pour organiser ces foires à l'étranger. Le CAGEX aussi, elle accompagne les exportateurs, les primo exportateurs dans leur activité de placer leurs produits à l'international. Et la CACI aussi délivre les certificats d'origine des produits tels que les chambres du commerce et d'industrie installées au niveau du wilaya. Très bien. Ces organismes jouent un rôle important, on le disait à l'instant, pour favoriser les exportations à tous ces stades. Monsieur Benranem, vous avez lancé une plateforme en ligne pour la promotion des exportations des produits algériens, www.algérienne-export.com. Pourquoi cette initiative ? Alors, à vrai dire, nous, on est acteurs aussi de la promotion, mais acteurs privés dans le cadre des promotions des exportations. On accompagne des industriels algériens sur des marchés internationaux. Et le constat était tel qu'un des points les plus importants, c'est le manque d'image de marque de l'Algérie. Donc, le produit algérien est connu ou est juste croisé lors des salons auxquels participe l'Algérie. Et sachant que la promotion des exportations doit se faire à l'année en continu. Et durant la pandémie, ce manque s'est accentué encore davantage. Et le but était de lancer cette plateforme de visibilité du produit algérien qui permettra de regrouper différents acteurs économiques, que ce soit dans la production ou dans les services, avec un but de la diffuser sur les 5 continents. C'est aussi une plateforme qui vient en support aux efforts des institutions qui font de la promotion des exportations, mais aussi elle vient en support à notre diplomatie économique à l'étranger. Donc quand nos représentations diplomatiques sont à l'étranger, elles peuvent réorienter des demandeurs, des acheteurs potentiels vers une plateforme pareille et voir ce que l'Algérie produit. Et justement, qu'est-ce que ça a donné ces derniers mois en temps de pandémie? Eh bien, les échos sont importants. Donc, il y a un engouement de par les producteurs d'intégrer cette plateforme. Nous avons, on a répertorié un peu plus de 70 entreprises adhérentes en 3 mois, avec un peu plus de 500 produits et services. Et à ce jour, grâce à la plateforme, on a quelques entreprises qui ont commencé à mener des discussions.
Et on continue à le faire, notamment avec la Chambre de commerce sur des prochaines rencontres, à l'effet de booster encore davantage les exportations algériennes. Excellent. Les accords internationaux favorisent les exportations de par un cadre juridique négocié avec les partenaires extérieurs. Monsieur El Houari, quels sont ces accords et qu'apportent-ils à l'Algérie? Très bien. Il y a un accord entre l'Algérie et l'Union européenne, il y a un accord préférentiel entre l'Algérie et la Tunisie, il y a un accord de libre-échange avec la zone des pays arabes et aussi le dernier accord que l'Algérie a été ratifié, c'est la grande zone de libre-échange africaine commerciale. Malheureusement, ces accords ont été déficitaire pour l'Algérie et on est en train d'évaluer ces accords pour permettre au pouvoir public algérien de revoir les principaux accords avec ces pays-là. D'accord. Monsieur Benrahnem, comment les exportateurs algériens tirent-ils profit sur le terrain? À ce jour, effectivement, comme disait M. Houari, l'Algérie n'a pas réellement tiré profit de ces accords. C'est plus la partie étrangère qui a tiré plus profit avec l'Algérie. Comment en tirer profit? D'une part, il faudrait que nos diplomaties économiques puissent faire son travail de persuasion des avantages à avoir des échanges commerciaux avec l'Algérie. Ça, c'est sur la partie étrangère. Et sur la partie locale, il faudrait qu'on fasse de la communication sur les accords, parce que les gens ne connaissent pas les engagements qui existent dans ces accords-là. Et effectivement, si je ne sais pas qu'avec peut-être la Mauritanie, j'ai des abattements tarifaires, ou peut-être avec l'Ukraine aussi, etc., je ne vais pas me projeter sur de l'export avec ces pays-là. Donc c'est un travail de sensibilisation au niveau local, et c'est un travail de diplomatie économique sur l'international. Parfait. On va parler fiscalité, messieurs. À présent, existe-t-il, monsieur El Houari, un régime fiscal préférentiel en Algérie pour les acteurs économiques exerçant l'activité d'exportation? Bien sûr, le plus important régime fiscal existe en Algérie est-il destiné aux exportateurs. C'est une exonération permanente pour tous les taxes et impôts existent en Algérie. Exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés IBS, exonération permanente sur la TAP, la taxe de l'activité professionnelle, et exonération totale de l'IRG, notamment la dernière loi de finances 2021 prévoit une exonération de l'IRG pour le compte des exportateurs personnes physiques qui n'existaient pas auparavant, et aussi l'exonération en matière de la TVA, franchise TVA et achat en franchise TVA pour les produits destinés à l'exportation. Monsieur Benrahnem, ces avantages suffisent-ils à pousser les entreprises à s'orienter davantage vers l'international? Écoutez, on a un cadre théorique et réglementaire qui est des plus avantageux. Effectivement, il y a des abattements, il y a des exonérations sur toutes les taxes liées à l'acte d'exporter, de la TVA en passant par la TAP et l'IBS. Cependant, les producteurs algériens n'ont pas peut-être tous cette capacité d'aller vers l'international. Et moi, dans ce sens, je pense qu'il faudrait envisager aussi une franchise de TVA qui soit de facto accordée à des entreprises qui exercent dans le commerce international. Si moi je suis une entreprise de trading et si je dois acheter un produit localement à l'effet de l'exporter, à ce jour, l'action d'achat est sujette à TVA. Donc on est déjà 19% de surcoût sur le produit lui-même. Et donc il y a des demandes qui se font sur une franchise de TVA. C'est un point sur lequel on devrait statuer très rapidement et dire que ces entreprises doivent avoir une franchise de TVA sur toute l'activité. Et ça peut se contrôler sur les opérations douanières. J'ai acheté 1 million de tonnes de clinker et j'en ai vendu 1 million. Et donc c'est vérifiable très rapidement. Et ça pourrait là permettre encore davantage de finir la boucle des avantages liés à l'acte d'exporter. Parfait. On va parler de la stratégie nationale des exportations qui a été finalisée en décembre 2018. Monsieur El Houari, pouvez-vous nous expliquer quelle est la stratégie nationale au niveau des exportations en Algérie? L'élaboration de la stratégie nationale des exportations a été faite
par le ministère du Commerce avec l'appui et l'assistance technique du Centre du commerce international a fait l'objet de quatre consultations techniques depuis 2017 jusqu'à 2018. Et maintenant, depuis l'année 2020, c'est février 2020, cette stratégie a été approfondie. Et quels sont ses principaux axes sur le court, moyen et long terme? Pour le court terme, c'est la refonte du fonds spécial pour la promotion des exportations, la mise en œuvre de cette stratégie nationale des exportations. Pour le moyen terme, c'est revoir le statut des organismes liés au appui au commerce extérieur. Pour le long terme, c'est la révision des lois et des règlements, notamment la loi de la Banque d'Algérie. Très bien. Y a-t-il des secteurs prioritaires identifiés au sein de cette stratégie? La stratégie a identifié 4 secteurs préférentiels, c'est les produits agroalimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits et composantes automobiles et technologies, et la technologie de l'information et de la communication. Très bien. Monsieur Benradem, qu'en est-il des services? Effectivement, pour les services, c'était un chapitre abordé par la SNE, donc par rapport à des consultations faites avec les opérateurs locaux, des administrations locales. Les services, il faut savoir que c'est un secteur dont la portée et la plus-value peut être très rapidement réalisée. Donc on est un pays qui réalise à peu près 50 à 60 millions de dollars d'exportation de services, alors que le potentiel pourrait avoisiner le milliard de dollars d'exportation de services. C'est un point sur lequel les autorités et les différents organismes d'État qui ont une contribution sur cet aspect-là, les télécoms, Internet, etc., doivent miser gros sur ça et réaliser très rapidement des revenus en devises extraordinaires pour l'Algérie. Et dans cette panoplie de mesures inscrites dans la SNE, quel regard portez-vous sur sa mise en œuvre? Actuellement, je pense que fini en 2018, on a pris un peu de retard pour son exécution parce que, encore une fois, l'export ou l'internationalisation de nos entreprises ou les enjeux auxquels fait face l'Algérie en termes de diversification de l'économie devraient nous pousser à aller très rapidement sur l'exécution des chapitres, des recommandations. On a peut-être un peu tardé, mais je pense que là, on est sur le point de commencer à exécuter certains points, certains gros chapitres, notamment la logistique, les services. Et d'ailleurs, sur les services, l'Algérie a participé en 2019 pour la première fois au salon Vivatech Paris. Donc pour la première fois, on a considéré que les services étaient importants. Donc c'était Vivatech, puis Jitex Paris, Jitex Dubaï, pardon. Et ça, c'est une des parties d'exécution de la SNE. Complètement. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. On va à présent parler histoire avec Asmahen Benabou qui nous racontera l'origine des accords internationaux de libre-échange dans la rubrique Histoire du droit. Depuis toujours, les peuples ont cherché à faciliter les échanges commerciaux entre les territoires tout en veillant à protéger leurs producteurs contre la concurrence étrangère. Dès 2000 avant notre ère, un commerce international dense naissait au travers de la route de la soie qui assurait un réseau de transport des marchandises. Pierres précieuses, épices, métaux, armes, etc. transitaient entre l'Asie et l'Europe. À cette même époque, les archéologues retrouvent traces du plus ancien droit commercial, le Code d'Hammurabi, daté d'environ 1750 avant Jésus-Christ. Et à ce jour, le plus complet des codes de loi connus de la Mésopotamie antique. Toutefois, cet apport se limite au droit maritime et au droit bancaire. En revanche, peu de traces de législation commerciale ont été retrouvées dans d'autres régions du monde, alors pourtant que les échanges commerciaux étaient très nombreux. Cela peut s'expliquer par le fait que le droit commercial était principalement coutumier et composé de règles d'usage. Il faut attendre la fin du Moyen Âge pour voir apparaître un droit commercial complet et autonome dans les principales villes d'Europe. C'est d'ailleurs à cette occasion que naissent les lettres de change. Dès le XVe siècle, à l'issue des guerres, des traités de paix sont signés,
incluant des mesures favorables pour le commerce et l'abaissement réciproque des droits de douane entre les puissances belligérantes telles que l'Empire ottoman, la France, l'Angleterre, l'Espagne, etc. À la fin du XXe siècle, après les guerres mondiales successives, plusieurs délégués gouvernementaux se sont réunis à la conférence de Bretton Woods aux États-Unis pour entre autres créer une organisation internationale du commerce. Est ensuite adopté le GATT en 1947, premier véritable accord de libre-échange international qui deviendra l'OMC en 1995. En outre, les États s'organisent au travers de traités économiques, accords régionaux ou transfrontaliers. On citera par exemple l'ALENA, devenu ASEM, accord Canada-États-Unis-Mexique depuis le 1er juillet 2020, ou encore l'Union européenne et le Mercosur. Aujourd'hui, avec la ZLECAf, l'Afrique est sur le point de devenir la plus grande zone de libre-échange intégrée au monde. Merci Asmahen, cette émission c'est surtout la vôtre, vous qui nous regardez. C'est d'ailleurs l'heure de la rubrique Vos questions. Alors, nous avons sélectionné 2 questions posées sur les réseaux. La première, que pensez-vous du statut d'entreprise 100% exportatrice? C'est l'UNIS qui nous pose la question, Monsieur Benranem. Je pense que c'est un statut sur lequel il faudrait qu'on se pose aussi très rapidement. Actuellement, c'est vrai qu'en Algérie, il existe des entreprises qui sont 100% exportatrices sans qu'il y ait de cadre spécifique pour eux, donc ils font que de l'export. Or, depuis quelques années, on a milité pour le statut de zone franche. Et ces zones franches permettraient de créer des entreprises de trading totalement exportatrices et ayant cette capacité de faire aussi du trading international. D'acheter de Chine et livrer au Canada, d'acheter de France et livrer au Brésil. Et ça, c'est un statut qui aussi permettrait de développer très très rapidement ce flux financier en devises sur l'Algérie. Donc moi je pense qu'il faut aussi aller très rapidement sur ça et j'imagine que Ouali pourrait appuyer cette idée. Oui, bien sûr, effectivement. Le statut de l'entreprise 100% exportatrice existe déjà. Il y a beaucoup d'entreprises qui font son chiffre d'affaires 100% à l'export. Et dernièrement, l'année 2020, le ministère du Commerce a créé un nouveau code pour les exportateurs, c'est entreprises d'export, qui peuvent exporter tout produit confondu, sauf les hydrocarbures ou bien le gaz. D'accord. Alors, Nessima qui nous pose la question, l'Algérie est-elle suffisamment préparée pour tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine? Alors, pour cette question, effectivement, les enjeux sont importants et les opportunités pour l'Algérie sont aussi importantes. Ces dernières années, on a vu quand même qu'il y a, ces 10 dernières années, voire 15 dernières années, il y a eu une industrialisation de l'Algérie dans différents secteurs et sur plusieurs types d'industries. Il faudrait juste qu'on se prépare en termes d'études des marchés africains. Donc les spécificités marchés sont différents, les pays sont différents en termes de population, d'exigences, etc. Et il faut à ce moment-là qu'on puisse avoir un retour d'informations, analyser et se projeter. C'est un marché extraordinaire dont l'Algérie pourrait être une des locomotives du développement du continent. Effectivement, pas au détriment de certains, le but c'est de développer le continent tous ensemble, mais l'Algérie peut avoir un rôle très très important, notamment les entreprises algériennes. Vous en pensez quoi, Effectivement, comme il a dit, exactement, comme il a dit M. Benranem, l'Algérie a tout le potentiel pour pénétrer le marché africain. Surtout que l'Algérie a décidé dernièrement d'ouvrir les 2 postes frontaliers, Taleb El Arbi avec la Tunisie et Debdeb avec la Libye, et aussi les 3 postes frontaliers vers le Niger, le Mali et la Mauritanie pour pénétrer l'Afrique de l'Ouest est ouvert. Et le ministère du Commerce et les pouvoirs publics ont tout fait pour faciliter les échanges entre l'Algérie et le continent africain. Très bien. À présent, une thématique pertinente quand on parle de simplification des formalités à l'international
et notamment en Afrique. Nous allons parler de la Legal Tech en Afrique avec Gibran Freitas dans la rubrique Droit et Innovation. Bonsoir Gibran. Bonsoir Fatma. Donc, la Legal Tech en Afrique? Alors la Legal Tech en Afrique, en effet, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Ce continent qui est assez riche, qui est assez divers, plus de 54 pays, plus de 26 langues officielles. Et juridiquement aussi, c'est un continent qui est très riche. On a plus de 4 traditions juridiques concrètement qui se retrouvent dans les différents pays. On a ce qu'on appelle le droit civil, bien entendu, la common law aussi, ça c'est plutôt pour les pays anglo-saxons. On a bien entendu le droit musulman aussi, qui est très présent surtout en Afrique du Nord, mais aussi le droit coutumier. Donc on le voit, finalement l'Afrique c'est un continent qui est assez divers, très varié, et qu'il convient, on va dire, d'approcher avec beaucoup de précision sur les aspects juridiques. Et justement, la Legal Tech, on en a parlé à l'épisode précédent, c'est toutes ces technologies qui permettent d'améliorer l'accès à l'information, notamment juridique, et de manière générale, l'accès aux services juridiques. Donc on en a beaucoup parlé, c'est vrai que la ZLECAf, c'est une opportunité qui est très importante, mais pour qu'on puisse vraiment s'en saisir et en bénéficier à 100%, il faudra aussi que du côté juridique et du côté de l'accompagnement des opérateurs, on puisse avoir des services efficients. Et c'est là que la Legal Tech rentre en jeu, bien entendu. Comme on a pu l'évoquer durant l'épisode précédent, il y a un peu plus d'une 50aine de startups aujourd'hui en Afrique qui sont dans la Legal Tech. Donc c'est un nombre qui est assez limité pour l'instant, mais qui répondent quand même à des problématiques très précises. Bien entendu, tout d'abord, les bases de données juridiques comme Legal Doctrine qui donnent accès à l'information et qui font aussi de la veille, donc qui informent en temps réel les opérateurs des modifications qui ont lieu sur le droit. Donc ça, c'est vraiment une tendance qui est très marquée en Afrique parce qu'il y a un besoin d'accès à l'information. Donc ça, c'est une première tendance sur la Legal Tech en Afrique. On a aussi les applications par SMS qui viennent permettre d'avoir de l'information directement, surtout aux personnes. Ce n'est pas encore quelque chose qui se développe pour les entreprises, mais essentiellement pour les personnes, pour les informer de leurs droits, notamment tout ce qui est droit du travail. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Pourquoi? Parce que déjà, les problématiques d'accès à la connexion Internet sont présentes dans la quasi-totalité des pays en Afrique, malheureusement, et que donc, il faut trouver le bon média pour transmettre l'information. On a aussi beaucoup de startups qui font dans l'automatisation des documents juridiques. On en parlait aussi. C'est finalement la possibilité de créer des documents juridiques sur mesure simplement. Et on voit que dans le cadre de la ZLECAf, par exemple, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider les acteurs économiques parce qu'on pourrait avoir, par exemple, des contrats d'exportation qu'on peut déjà au moins avoir en matière de modèles. Ensuite, bien entendu, les adapter si besoin. Mais ça permettrait d'avoir accès à beaucoup plus d'outils juridiques. Enfin, une dernière tendance en matière de Legal Tech en Afrique, justement, et ça fait aussi référence à ce que vous disiez par rapport à l'accompagnement des exportateurs, c'est bien entendu la mise en relation avec des professionnels du droit. Il est très compliqué dans beaucoup de pays en Afrique, il faut le dire, d'avoir accès à des professionnels du droit, surtout sur la partie de conseil et sur des matières assez précises qui peuvent être rencontrées dans beaucoup d'activités d'exportation. Et donc d'avoir des plateformes qui vous mettent en relation avec des experts dans leur domaine, ça peut être par exemple le droit maritime ou autre, c'est une plateforme, c'est un type de plateforme qui peut avoir beaucoup de valeur ajoutée et qui peut aider les opérateurs, en tout cas sur la partie juridique, à tirer parti des différents outils et conventions qu'on a cités durant cette émission du droit débat. Merci Gibran Freitas et merci à nos invités d'avoir été présents avec nous. Merci à vous. Monsieur Abdellatif El Houari, je le rappelle, sous-directeur d'appui et suivi des exportations au niveau du ministère du Commerce, ainsi que Monsieur Rassim Benranem, directeur général de BGICC et fondateur d'Algerian Export. Merci. Encore merci à nos partenaires officiels, PwC Algérie et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie. Et merci à vous qui nous regardez pour votre attention. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet legal-du6doctrine.com, votre plateforme de recherche et veille juridique. Ne ratez aucun épisode en vous abonnant à la chaîne YouTube Legal Doctrine TV, si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine à 19h, même heure, même chaîne. Excellente soirée à tous.